c'est étonnant de parler des nouvelles souffrances en tant que clinicien, parce qu'on dit, bon, mais les gens, ils sont souffert depuis toujours, donc qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau dans la souffrance, non? Alors, d'une part, c'est vrai, effectivement, la souffrance a toujours accompagné la vie, non? Ce qui est nouveau dans les nouvelles souffrances contemporaines, on peut dire qu'un élément nouveau, c'est l'intolérance à la souffrance de notre époque, non? C'est-à-dire que la promesse technologique comme ça, pharmacologique, des nouvelles thérapies, etc., dit on a les moyens d'éviter toute souffrance, non? Celui qui souffre est un loser, non? Donc, dans les nouvelles souffrances, il y a d'une part l'intolérance à la souffrance, l'effet je ne dois pas souffrir. Il y a la perte de sens de toute souffrance, c'est-à-dire que la souffrance apparaît comme simplement une défaillance d'un artefact, non? À laquelle on ne va pas s'arrêter à l'interroger, à lui chercher un sens, à aller chercher même une organicité, non? On la traite d'une façon modulaire, hein, c'est-à-dire il y a telle défaillance, on écrase la défaillance, on dépasse la défaillance. Et je dirais que parmi les nouvelles souffrances, une des causes des nouvelles souffrances et un mode de présentation de ces nouvelles souffrances est sans doute cette promesse que fait la technologie de qu'il faudrait toujours être au taquet, non? Qu'on pourrait toujours aller bien, qu'on devrait être toujours performant. Et ça fait que, effectivement, c'est très compliqué et que même d'un point de vue physiologique, d'un point de vue clinique, les moments dans lesquels on dit j'y vais mal sont des moments dans lesquels, à niveau conscient, peut-être je me sens mal par rapport à certains idéaux, mais que sont des moments de reconstruction très importants, très très importants. C'est-à-dire qu'aller toujours bien, c'est un peu dangereux, non? C'est un peu dangereux parce qu'aller toujours bien, ça signifie être tout le temps dans un rapport feedback avec son environnement, comme ça, très dynamique, mais très peu réfléchi, très peu élaboré, très peu profond. Donc, je pense que, je dirais, le premier élément de nouvelles souffrances est cette intolérance à des stades de ce qu'on pourrait appeler une souffrance existentielle, de dimension du sens, qu'on ne laisse plus à la souffrance. Alors, effectivement, il ne s'agit absolument pas, de ma part, loin s'en faut, d'idéaliser d'un point de vue judéo-chrétien la souffrance, non, de dire. Mais c'est vrai qu'il y a deux points de vue très opposés par rapport à la souffrance. L'un, c'est de regarder un organisme lié avec des organismes, avec une société, etc., dans lesquels se manifeste une souffrance. Alors, cette souffrance-là n'apparaît pas comme un défaut technique. C'est pour ça qu'il se pose la question du sens. Mais qu'est-ce que ça signifie, d'où ça vient, où ça va, n'est-ce pas? Ça dégage toute une dimension de ce qu'on appelle la souffrance existentielle. C'est-à-dire le fait de que vivre implique une angoisse, etc. Or, toutes ces dimensions-là sont des dimensions vitales et super importantes. Quand je considère de la souffrance seulement les côtés gênants, les côtés oui, qu'on souhaite dépasser, douloureux, et je me donne les moyens de façon modulaire, écraser cette souffrance, éradiquer cette souffrance, sans interroger du tout l'organicité d'où émerge un sens, oui, je suis passé à un autre modèle d'être humain, un autre modèle de clinique, un autre modèle de diagnostic. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vivre une véritable mutation anthropologique. L'homme de la modernité, l'homme du pli, non, du pli dans le sens d'un jardin intérieur, du dialogue interne, etc., est en train, de façon très très rapide, de laisser la place à un nouveau type d'être humain, qui est cet être humain déplié, l'être humain panoptique, transparent, du feedback permanent, hein, l'être humain
qui se méfie de toute antériorité. Hein. Tout doit être extérieur, tout doit être visible, immédiat, n'est-ce pas? Et alors, oui, effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en train de vivre d'une façon très puissante et très rapide un changement qui n'est pas un changement des cartographies, ce n'est pas un changement des modèles, c'est un changement du territoire, c'est-à-dire de nous, territoire nous, de la matérialité des personnes. Non? Alors, c'est ce que je travaille, c'est ce que j'étudie, même y compris par rapport au cerveau, n'est-ce pas? Ce que j'étudie, c'est les modifications qui interviennent physiologiquement, mais y compris anatomiquement, dès par l'hybridation vivant-artefact. Alors, est-ce que les nouvelles technologies sont cause de nouvelles souffrances et est-ce que, de surcroît, nous avons la possibilité de nous rendre compte de cette souffrance-là, non? Alors, par rapport à ça, il y a deux choses. D'une part, il faut voir que cette mutation sociale et qui modifie donc l'être humain est en train de construire cet homme, cet être humain, ce modèle d'être humain que je disais, de surface, transparent, qui correspond à une sorte de profil. Non? Nous devenons des profils formatés. Non? Alors, je vous donne un petit exemple dont je parle dans le bouquin, mais parce que j'ai travaillé dans mon laboratoire, ça m'a beaucoup étonné. Google, il a un programme dans lequel, en regardant l'utilisation de votre carte de crédit pendant une année, il prédit avec 85% de certitude, d'exactitude, si vous allez divorcer dans les 3 années qui viennent. C'est-à-dire que simplement en voyant votre utilisation de la carte de crédit. C'est-à-dire qu'on ne veut rien savoir de vous. C'est-à-dire que vous, Marie, Pierre, Jacques, on s'en fout de la personne, de toute antériorité. C'est cette profession de foi qui dit un être humain n'est qu'une série de modules et de comportements modélisables. Et qui plus est, hyper simple, ils disent. Tous les tralala sur l'être humain, c'est du tralala, ils disent. Moi, je peux te dire quelque chose de si profond, comme vous savez, un divorce, en général, c'est un sacré bordel, des souffrances, on devient des barbares, des ennemis, etc. Bon, voilà. Là, il dit, tout ça, tralala. Moi, je vois comment tu utilises ta carte de crédit. Une année, je te dis, 85%, tu divorces dans les 3 années à venir. Alors, je me suis dit, bon, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ça, non? Parce que c'est quand même une sorte de manifeste de cet nouvel homme qui est défini juste par son profil quantitatif. Alors, dans le travail que nous avons fait pour essayer de comprendre, ce que nous avons compris n'était pas très réjouissant, non? Très réjouissant, quoi, pardon. C'est qu'effectivement, ceci fonctionne dans des populations urbaines hautement technologisées, c'est-à-dire qui sont en rapport avec, en permanence avec des artefacts, et que donc ils sont arrivés à des niveaux de dislocation de la personne. Non? La personne est disloquée dans des modules prévisibles, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une simplification de la personne qui la rend prévisible. Vous voyez? Alors, effectivement, ce type de processus ne vont pas tout seuls, ne vont pas sans provoquer des énormes souffrances. Parce que, d'accord, on disloque la personne dans des modules simplifiés. Non? Très bien. Mais cette dislocation de la personne, dans laquelle la personne, petit à petit, doit discipliner sa vie à des modules extérieurs. Non? C'est comme quelqu'un qui abandonne son endosquelette pour aller vers un exosquelette. Non? Et bien, cette dislocation ne va pas sans souffrance. Donc, la question de est-ce que les nouvelles technologies provoquent de nouveaux types de souffrances? Ben, là, oui, bien entendu, il y a une souffrance qui est une sorte de souffrance résiduelle, c'est-à-dire que quelque chose de la personne, de l'organisme, non, qui refuse d'être traité comme un simple Lego prévisible et constructible, se manifeste par la souffrance. Chose qui fait que la souffrance est devenue un terrain de dispute. Parce que soit cette manifestation de la souffrance, je peux l'interpréter
comme ce qui n'est pas viable dans les processus de modélisation, de digitalisation du réel, etc. Soit je me dis, cette souffrance-là, c'est le bruit dans le système, je l'écrase. L'idée, c'est est-ce qu'on participe? Ma réponse en tant que chercheur et en tant que clinicien aussi, est que ce n'est pas qu'on participe, c'est qu'on est déjà hybridé. Il y a une hybridation artefact vivant culture qui est déjà là. Effectivement, ça touche différemment les différentes générations. Les plus vieux, on est moins hybridés par rapport à un niveau culturel aussi, n'est-ce pas? Mais effectivement, il y a une hybridation qui fait que, par exemple, je ne sais pas, j'ai travaillé en neurologie, des exemples simples pour que les gens comprennent, non? Il s'avère que grâce à la plasticité cérébrale, les cerveaux fonctionnent comment? Les cerveaux ils fonctionnent par délégation de fonctions. Ça veut dire quoi? Que si j'ai une machine qui fait une racine carrée, je ne m'emmerde pas de construire les réseaux neuronaux qui vont la faire, la racine carrée. Donc il y a une simplification du cerveau. Je délègue cette fonction-là dans la machine et la machine artefactualise mon cerveau qui commence à fonctionner on-off, oui, non. Alors par exemple, on a fait un travail avec les GPS. Bon, un chauffeur de taxi qui commençait à travailler avec les GPS, au bout de 3 ans, les noyaux sous-corticaux qui s'occupent de la cartographie cérébrale, non, temporospatiale, sont atrophiés. Parce que ça n'existe pas à augmenter sans diminuer. Alors, effectivement, il y a la plasticité cérébrale, ce n'est pas simplement plus. La plasticité cérébrale, ça veut dire aussi, je n'utilise pas, donc moi, ça atrophie. Donc, effectivement, ce n'est pas qu'on participe, c'est qu'on est petit à petit en train d'être hybridé avec des machines qui, loin d'être des simples artefacts au service de l'homme, et l'humanité serait toujours égale à elle-même et il y aurait de nouveaux outils, la vérité c'est que ces nouveaux outils, d'une puissance incroyable, s'hybrident avec du vivant sans qu'on se rende compte et provoquent des modifications. Il ne s'agit pas d'être ni technophobe ni technophile, mais il s'agit de comprendre qu'on a un sacré retard pour interpréter, pour voir cette hybridation si forte, non? Qui fait que, voilà, c'est ce que le philosophe Jean-Michel Besnier appelle l'homme simplifié. Eh bien, ce n'est pas une considération morale. Effectivement, les rapports intimes avec les machines simplifient le fonctionnement cérébral. Alors, pour revenir une minute à la question de la souffrance, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette simplification, comme dirait Jean-Michel, une fois encore, je reviens là-dessus, n'est pas viable jusqu'au bout. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la non-viabilité se manifeste non pas comme une résistance héroïque et consciente, ça se manifeste comme souffrance. Tout bêtement, par exemple, quand on parle, par exemple, des modificateurs, perturbateurs endocriniens, par exemple. Bon, il y a, voilà, 300 et quelques molécules dans l'environnement, comme ça, dans l'atmosphère, perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce qui résiste à ça? Quel est le mode de résistance à ça? Le mode de résistance à ça, c'est que comme ce n'est pas viable pour le corps, la manifestation de la non-viabilité n'est pas consciente, héroïque et belle. C'est le cancer. C'est-à-dire que la non-viabilité de certains types d'hybridation, non? Dans ces cas-là, hybridation physiologique avec des modificateurs, non? Des perturbateurs. La manifestation de la non-viabilité, pour le moment, dans cette époque historique, ne se manifeste pas, pour dire comme ça, en positive, c'est-à-dire en colonisant la technique d'une autre façon, en utilisant la technologie au service de la vie, n'est-ce pas? Pour le moment, la résistance ne se manifeste pas en positive, elle se manifeste justement par une myriade de symptômes plus ou moins graves, voire gravissimes, de non-viabilité. Alors les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules de synthèse, hein, en partie dues à la biologie de synthèse, en partie pas. Hein, sont des produits industriels
qui se baladent dans la nature, qui sont dans les plastiques, qui sont dans les pesticides, qui sont, je sais rien, un peu partout. Hein, c'est-à-dire, sont des nanomolécules en général, qui passent à travers donc les parois et qui modifient les systèmes endocriniens, les systèmes donc hormonaux de régulation interne de l'organisme, et les modifient de différentes façons, dont une effectivement est le développement des cancers. Il n'y a pas que ça, hein. Ça peut avoir un tas de conséquences parce que ça attaque les systèmes hormonaux et endocriniens. Non? Dans ce qui touche au champ de la psychiatrie, la psychanalyse, la psychothérapie, donc la souffrance psychique, qui quand même est une souffrance terrible parce que la vérité, c'est que je ne sais même pas comment on ne se rend pas compte que un des symptômes de l'époque, c'est que les gens ils vivent très mal. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance psychique très très forte, non, comme ça chez les gens. Et alors, la psychanalyse, hein, c'est-à-dire ce que moi je me suis rendu compte par rapport à la psychanalyse comme courant importantissime dans la psychiatrie, hein, la psychanalyse n'a pas été à la hauteur par rapport à 3 rendez-vous, à 3 coupures qu'elle n'a pas réalisées. Non? La première, on peut dire que c'était, ils ne sont pas compris, les psychanalystes, ils ne sont pas voulu comprendre les défis sociaux qui étaient marqués par les fameux livres de Guattari et Deleuze, l'Anti-Édipe, dans lesquels Guattari et Deleuze disent « Mais attention, attention, ce que vous êtes en train de faire dans la cure analytique, ce n'est pas simplement vous occuper de quelqu'un qui souffre, vous êtes en train de formater une personne multiple, plein de liens, pour qu'elle devienne un individu individualiste qui s'occupe de ses petites histoires personnelles. » Et alors donc l'image très belle de Guattari et Deleuze, c'était celle de l'entonnoir, dans laquelle il dit quand les patients parlent du cosmos, des tribus, de la lutte des classes, de l'art, le psychanalyste fait une sorte d'entonnoir et il dit papa, maman, la bonne et moi. Et quand il parle de lutte des classes, il dit le patron c'est papa, l'usine c'est maman, n'est-ce pas? Donc cette individualisation réactionnaire, non, à laquelle la psychanalyse s'est prêtée joyeusement, en faisant croire, et en croyant eux-mêmes, hein, que les problèmes psychiques étaient des causalités endogènes, individuelles, et qu'il fallait creuser dans les petites salles histoires pour trouver des choses qu'effectivement, voilà, c'était un choix idéologique très réactionnaire. Bon. Ça, c'était le premier rendez-vous loupé par la psy. Le deuxième grand rendez-vous loupé par la psy, les plus récents, d'il y a une trentaine d'années, c'est avec les neurosciences. Hein, c'est-à-dire que pour la première fois, nous, dans la médecine, dans la biologie, on a eu l'opportunité de voir un cerveau en train de fonctionner en direct. Il faut savoir qu'avant, soit nous, on découpait des cerveaux à la morgue quand on faisait anatomopathologie, soit on avait l'électroencéphalogramme qui donnait des vagues ondes qu'on devait plus ou moins interpréter. Tout à coup, on a la possibilité de voir quels neurones, comment se connectent quand on est en train de penser les mathématiques, quand on est en train de sentir des affects, d'avoir des angoisses. C'est-à-dire que tout à coup, on a le cerveau en direct comme ça en train de fonctionner. Et la psy a dit, quelle horreur, quelle grossièreté, nous sommes cartésiens, ils ne sont pas dit ça, mais disons, l'esprit est d'un côté, le corps est une pure mécanique grossière qui ne nous intéresse pas. Non, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu. C'est-à-dire, ils appelaient ça la biologisation, la naturalisation de l'esprit, et quelle horreur naturaliser l'esprit, n'est-ce pas? Alors, dans ce dualisme religieux, idéaliste de la psy, ils sont condamnés à une position absolument obscurantiste face à une avancée de la science, parce que c'est quand même fantastique de pouvoir voir comment fonctionne le soubassement cérébral et matériel de la pensée, et pour des gens comme moi, par exemple, n'implique pas la réduction de la pensée au processus biologique. Simplement, c'est très intéressant de voir quel processus biologique accompagne et sont conditions de la pensée. Bon, ils ont loupé ça. Et le troisième rendez-vous, à mon avis définitif, de loupage comme ça de la psy avec l'époque, est maintenant, c'est-à-dire avec ces passages anthropologiques, moi je dirais, de l'individu, non, au profil, c'est-à-dire ces constructions d'un modèle d'homme, d'être humain, de pure surface, qui
dans une hybridation sauvage avec des artefacts, il digitalise, non, son cerveau, digitalise sa façon d'agir, n'est-ce pas? Et alors là, effectivement, les psys ne comprennent rien du tout. Ils n'ont même pas la volonté de comprendre que, effectivement, il y a une déconstruction, une destruction même des niveaux d'intimité, de profondeur, des plis et des replis, qui a un dépliage de tout ça, et que donc ce dont va parler les patients est en réalité tout autre, non, tout autre, qui ne renvoie plus à des, une fois encore, à du sens. Non? Et ce qui est en train de se perdre, ce sont les instances de production de sens, à la faveur d'un homme qui fonctionne. Alors les patients, ils viennent demander de fonctionner bien. Il y a une esthétique même de devenir artefact. Non? Une autre science est possible, ce n'est pas une consigne chimérique, gentille. Le problème central aujourd'hui de la recherche scientifique, c'est que la recherche scientifique, elle n'est pas libre. C'est-à-dire, on passe notre temps en train de dire pas de limitation éthique, pas de limitation religieuse, pas de limitation des principes, toute liberté à la science. Sauf que la science n'a jamais été aussi prisonnière d'une seule chose qui est la financiation, hein, c'est-à-dire de la recherche. C'est-à-dire que la science, elle est prisonnière de ceux qui vont financer la recherche et qui la financent en termes de rentabilité. Donc, absolument, il faut dire on est pour la liberté de la science, mais la liberté de la science, ça signifie la possibilité d'une science non pas polarisée dans une recherche en termes d'efficacité d'inversion, mais en termes du vivant, de la culture, etc. Alors, comment? Eh bien, la vérité, c'est qu'il y a un problème épistémologique central de la science, c'est que les chercheurs ignorent que les questions qui se posent dans la science ne sont pas de nature scientifique. Les questions qui se posent dans la science sont de nature, pour dire comme ça, épocale. C'est-à-dire qu'une époque se caractérise non pas par le calendrier, une époque se caractérise par une série de questions, de défis qui apparaissent tout seuls. Or, les questions qui agitent notre époque, qui sont les questions entre la dispersion, l'artefactualisation, fonctionner, la perte de sens, etc., et quelle organicité, ces questions-là sont des questions qui se posent dans l'art, dans l'urbanisme, dans l'éducation, la fameuse pédagogie des compétences, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les modèles d'un monde, d'un être humain modulaire est loin d'être quelque chose de scientifique, ou psychologique, ou urbanistique, est une question centrale. Alors, de mon point de vue, le gros déficit de la science pour que la science puisse être une science libre est que les chercheurs scientifiques aient accès à l'origine des questions qui se posent. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire là. Par exemple, je dirige, pendant quelques temps, je dirigeais la matin de façon un peu plus lente, mais enfin, un petit laboratoire de biologie fondamentale à Buenos Aires. Il y a surtout des biologistes moléculaires. Pendant 3 mois, quand on a commencé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai montré à ces biologistes moléculaires-là des œuvres de l'art contemporain à partir de 1900. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1900, dans l'art, on voit une décomposition des formes. Il apparaissent des parties qui ne font pas un tout. Alors, donc, j'ai montré ça. Au départ, ils étaient étonnés. Et la conclusion est arrivée tout seul. Je n'ai pas eu besoin de faire la conclusion. Effectivement, ce qu'ils étaient en train de voir à l'œuvre dans l'art, la déconstruction des formes, c'est ce qu'ils faisaient eux en tant que biologistes moléculaires. Ils n'avaient plus un concept de la vie. Comme par hasard, ils étaient arrivés à la conclusion de qu'il n'y avait pas un ensemble qu'on appelle la vie, il y avait des mécanismes du vivant, des processus du vivant, que comme dans un Lego, on pouvait agencer de façon différente. Or, c'est à travers l'art qu'ils ont compris
que les hypothèses centrales de la biologie moléculaire n'étaient pas de nature biologique moléculaire. Et c'est la même chose dans l'urbanisme, c'est la même chose dans la pédagogie, c'est-à-dire que la question de notre époque est la question de est-ce que les êtres humains peuvent tout construire de façon modulaire, y compris soi-même, ou est-ce qu'il y a des principes organiques de production et de reproduction de la vie, des invariantes à respecter qui ne sont pas légaux, non, ne sont pas modulaires. Alors, moi je pense oui qu'une autre science est possible dans la mesure où la science se pose la question de sa rationalité, c'est-à-dire la question de son rapport avec les questions de l'époque. Je ne sais pas si c'est clair. C'est évident que la question est quels sont les deux ou trois axes qui structurent une époque, non? Alors, vous voulez que je réponde avec Buenos Aires et après je viens à ça? L'hypothèse de base donc, avec laquelle je travaille est que ce dont il est question dans chaque branche de la science, comme dans chaque branche d'activité, l'urbanisme, la pédagogie, etc., ce dont il est question dans chaque branche n'est pas d'origine interne à cette branche-là. C'est-à-dire que ce dont il est question dans l'urbanisme n'est pas de nature urbanistique. Ce dont il est question dans la pédagogie n'est pas de nature pédagogique. Ce dont il est question dans la biologie, ce n'est pas de nature biologique. Les questions viennent aux branches d'un soubassement commun qui est épocal. Alors, je fais une expérience avec un laboratoire que j'ai dirigé à Buenos Aires de biologie fondamentale, dans lequel il n'y avait que des biologistes moléculaires, bien entendu. J'ai dit, les 3 premiers mois, je leur ai montré des œuvres de l'art contemporain à partir de 1900. Alors, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré comment les formes classiques, les formes organiques, depuis un siècle, se décomposaient dans ces parties. Et que la question qui s'est posée là, c'était, mais quel est le principe d'unité? Y a-t-il un principe d'unité? Ou est-ce qu'on peut tout construire ou déconstruire de façon modulaire? N'est-ce pas? Donc, tout à coup, je n'ai pas eu besoin de mettre des stabilos ni donner moi la conclusion. Eux-mêmes, les biologistes moléculaires, ils ont compris, mais comme ça, non, dès que leur question de biologie qui était il y a des mécanismes du vivant, mais il n'y a pas un ensemble qu'on peut appeler la vie, il n'y a pas de principes organiques, tout est modulable, tout est constructible, n'est-ce pas? Tout à coup, ils se sont dit, merde, mais ces principes-là que j'étais convaincu qu'étaient les grands principes de la biologie moléculaire ne sont pas d'origine biologique moléculaire, sont des biologiques de ce socle épocal que lui, il est compréhensible par n'importe qui, par n'importe quel biais, n'est-ce pas? Et alors donc, une autre science est possible sous condition, effectivement, que le chercheur scientifique soit formé à découvrir quelles sont les questions socles qui orientent sa recherche pour ne pas être dupe de la technicité de la recherche capturée, elle, par la finance, par la macroéconomie. C'est-à-dire qu'une autre science est possible si la science accepte ces défis de rationalité. C'est un défi de rationalité de dire les questions qui se posent la science ne viennent pas de n'importe où il ne sortent pas des les tubes d'essai des professeurs Dupont. Les questions qu'on se pose sont la manifestation dans ma science des questions socles. Alors, de ce point de vue-là, il y a quand même quelque chose de très important, parce que d'abord, c'est donner une dimension rationnelle à la science, supplémentaire, mais d'autre part, c'est une voie ouverte à laquelle moi, je pense qu'il est vraiment important de donner de l'intérêt et de regarder à la démocratie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pour qu'un citoyen comprenne ce dont il est question dans les nanotechnologies, dans la biotechnologie, dans l'urbanisme, il n'y a pas besoin que ces citoyens passent 3 réincarnations en train d'étudier. La voie de la démocratie, le rapport science et démocratie, passe par la possibilité que les citoyens, à travers son rapport au monde,
l'art, le sport, l'urbanisme, la pédagogie, en tant que mère ou père de famille, quand on se préoccupe de l'éducation de notre enfant. C'est-à-dire que n'importe quel rapport au monde exploré trouve les questions de base. C'est compréhensible ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme qui se pose des questions en tant que père et mère, mais qu'est-ce que c'est éduquer l'enfant? Est-ce que je vais lui donner des modules utiles ou est-ce que peut-être il y a quelque chose de plus organique? Vous voyez, c'est-à-dire qu'en tant que parent, en tant que musicien, en tant que citadin, n'est-ce pas, le rapport avec l'urbanisme, n'importe quelle pratique réfléchie, approfondie, nous donne accès aux questions socles. Alors, quand je comprends les questions socles, je comprends ce dont il est question dans la biologie moléculaire sans comprendre, sans besoin de comprendre, la technicité de la biologie moléculaire. Vous comprenez? C'est l'hypothèse centrale de notre travail par rapport à la rationalité dans la science et les rapports science-démocratie éthique. Alors, la question c'est, mais ces questions socles, si on admet qu'il existe ces questions socles, non? Qui se manifestent, elles, après, dans chaque branche de la vie, de la science, de l'art. Comment j'accède à ces questions socles? Alors, l'exemple que je voulais donner, c'est l'exemple tout bête, très compliqué, à la fois c'est pas bête du tout, mais banal d'être papa et maman. C'est-à-dire, en tant que parent, aujourd'hui, si je m'intéresse un tout petit peu à l'éducation de mon enfant, je me rends compte depuis la crèche, depuis la grossesse de ma femme, je me rends compte que dans notre société, on a une vision dans laquelle on veut que le petit de l'homme soit un sac à modules. C'est-à-dire qu'on lui donne des modules, des compétences utiles, et on les enlève des compétences inutiles. C'est-à-dire que depuis tout petit, je vois à l'école qu'on va dire à mon enfant, depuis la maternelle dans tous les cas déjà, on va dire, il ne faut pas perdre son temps. Il ne faut pas perdre son temps. Il faut acquérir des modules utiles. Et on voit bien donc que si je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font de mon petit Amanda, qui s'appelle ma fille? Alors donc, on prétend que ce soit une table rase sur laquelle on colle des compétences et on décolle d'autres. Alors moi, en tant que père, je n'ai pas besoin de 2A en philosophie. En tant que père, je me rends compte que si je suis le courant, je dois considérer ma fille comme une table rase, comme une masse d'énergie sans aucun endosquelette, sans aucun désir, sans aucune racine ou affinité élective. Il doit être comme une table rase, modulable à merci par rapport aux exigences de la macroéconomie et de la société. Donc là, j'ai un cas clair et net des questions épocales. Est-ce qu'un enfant existe avec des tendances, tropismes, une histoire, des questions du sens, ou est-ce qu'un enfant serait un tas de modules, hein, d'un point de vue comme un Lego, qu'on va arranger comme ci ou comme ça? Cette question-là est la question épocale centrale. Donc, en tant que papa, je regarde qu'est-ce qu'ils font avec ma fille. Bah, je vois qu'il y a un projet de modularisation du vivant qui après va se refléter dans la médecine, dans la pédiatrie, comment est-ce qu'on traite, etc. Après, partout, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais donner ce que je vais expliquer par cet exemple, c'est que ces questions socles, je peux accéder à la question socle de par mon expérience de vie immédiate. Or, si je comprends les questions socles, un père qui comprend ça, qui comprend qu'il y a un projet de construction de la vie à travers des modules interchangeables, il comprend très bien de quoi il est question dans la biologie moléculaire, de quoi il est question dans l'urbanisme. Il ne comprend pas les mots, il ne comprend pas la technique, mais il comprend de quoi il est question. Il est question de traiter la nature
de la même façon qu'on va traiter ma fille. Comme s'il n'y avait aucun principe de structuration, comme s'il n'y avait pas une histoire, comme s'il n'y avait pas de racines, comme s'il n'y avait pas d'affinités. Non? C'est-à-dire qu'après, il va aller regarder une exposition d'art contemporain. Bah, c'est à travers sa fille qu'il va comprendre ce qui se passe dans la déconstruction de l'art. Donc, au fait, ce que je veux dire par là, c'est deux choses. Une, après, pour revenir aux chercheurs. Non? Une, les questions socles sont tellement mastoc que n'importe quel rapport réfléchi, qui est un rapport éthique au monde, parce que c'est un rapport dans lequel je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre comme base de l'éthique? La base de l'éthique, c'est se rendre présent aux situations. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, d'une part, ces questions socles sont des questions qui ont cette voie éthique absolument démocratique qui nous permet de comprendre de quoi il est question, sans comprendre les mots. Et pour venir du côté des chercheurs, pour que la recherche ne soit pas capturée par l'irrationnel économiciste, pour que la recherche scientifique puisse redevenir recherche scientifique et pas seulement technologique, n'est-ce pas? Il est nécessaire de donner cette dimension de rationalité aux chercheurs, aux futurs chercheurs, avec une formation épistémologique de base qui lui permet de comprendre l'articulation entre époque et questions techniques. Cette question épocale centrale, on peut la nommer, est-ce qu'il y a des structures organiques, non, qui organisent, structurent, non, l'existant, ou est-ce que tout est Lego? Bon, très bien. Alors, les liens organiques, ces liens organiques qui disent « ma fille n'est pas une table rase qu'on peut structurer comme on veut », n'est-ce pas? Ces liens organiques sont des liens subtils, sont des liens que la modélisation actuelle ne peut pas modéliser. On ne sait pas faire la synthèse computationnelle des liens organiques, subtils, dynamiques, qui sont le mouvement même de la chose. Non? Et ça, effectivement, pour que les chercheurs puissent comprendre la question des liens organiques, il faut qu'ils puissent comprendre l'organicité comme un problème de socle et non pas comme une question technique. Alors, la question des liens organiques, c'est effectivement ce que notre époque essaye de nier. Notre époque essaye de nier qu'il existe des liens subtils, de la longue durée, qui se manifestent de façon non immédiatement repérable, non modélisable, n'est-ce pas? Et qui, quelque part, implique un rapport éthique entre savoir et non-savoir, qui n'est pas de l'ignorance. Non? C'est-à-dire, c'est quand même un gros défi pour la rationalité. Comment la rationalité peut accepter cette concomitance permanente avec une frontière floue, changeante, entre savoir et non-savoir, dans lequel c'est non-savoir, ce n'est pas de l'ignorance. Et c'est là où la question elle est éthique, fondamentalement éthique, parce que on est en présence d'une volonté de puissance sans limite qui déteste toute limitation. Non, il n'y a aucun endroit dans la science qui doit dire là, j'y vais pas. Ce qu'il y a, c'est que la science est en retard pour penser les limites que c'est auto-manifeste par l'organicité même. C'est-à-dire que ce qu'en science on appelle les résultats négatifs, non? C'est qu'à vrai dire, le déploiement même de l'organicité délimite les contours du faisable et non faisable. C'est endogène au fonctionnement l'effet qu'apparaissent des possibles et des non possibles, n'est-ce pas? Donc il n'y a nul besoin de qu'il vienne une limitation extérieure à la recherche. Une pensée scientifique qui tient compte de l'organicité est une pensée qui comprend que les bornes ne sont pas bornées, que les limites, c'est ce qui rend possible le développement. C'est-à-dire que les limites, ce n'est pas ce qui limite. Les limites, c'est ce qui protège le développement. Mais ces limites-là, si nous avons un point de vue organique du vivant,
à ces limites-là se manifestent tout seul par le vivant lui-même, n'est-ce pas? Par exemple, si on se dit, à quoi correspond le malaise qu'on sent face à, voilà, par exemple, qu'on greffe un cœur de porc à un humain, ou le malaise qu'on sent vers la hybridation bionique qui fait que petit à petit l'homme soit artefactualisé. À quoi correspond ces malaises? Bien, ces malaises-là, moi je pense qu'ils correspondent à deux choses. D'une part, il y a une malaise face à l'inconnu, de dire, mais est-ce qu'après ça, le vivant continuera à être vivant? Et ça, c'est une question pertinente. Mais ça correspond à autre chose beaucoup plus profonde. Il faut savoir que ces malaises-là doivent être creusés parce que peut-être en ces malaises-là se manifestent des limites organiques qu'on n'est pas en train de respecter. Des limites organiques qu'on est en train de méconnaître et qui sont des invariantes organiques, ne sont pas des limitations externes, sont des invariantes organiques qui, à les ignorer, on rentre dans des processus délétères. Alors, dans la biologie moléculaire actuelle, tout à fait, donc Lego modulaire, on dit, ben voilà, c'est-à-dire il n'y a pas d'ensemble qui fasse un tout, il n'y a pas de principe organique, il n'y a pas des invariantes organiques. Donc, je peux mélanger des morceaux d'ADN, des gènes des chiens avec le tabac pour éviter une peste du tabac. Voilà, c'est tout, quoi. C'est-à-dire, aucun problème. Alors, tout est constructible comme ça. Par rapport, alors l'autre hypothèse, c'est de dire non, attention, parce qu'il y a des invariants organiques propres à tout principe d'organisation vitale, qui loin de tout vitalisme, sont des invariantes qui se manifestent tout, que si on ne connaît pas, si on ne respecte pas, on rentre dans un processus délétère. Moi, je vous donne un exemple bête, mais qui est un exemple en épistémologie, en biologie très utile. C'est les fameuses histoires des scorpions, non, qui demandent à la grenouille de traverser le fleuve. Alors la grenouille lui dit non, 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 tu vas me piquer. Le scorpion dit je ne vais pas te piquer sinon je meurs. Au milieu du fleuve, le pique. Et avant de mourir, la grenouille dit mais pourquoi tu as fait ça, on va mourir. Alors il dit je ne peux rien, c'est ma nature. Bien. Dans la biologie moléculaire et dans le monde modulaire, on va créer un scorpion qui pourra être fitness, non, adapté. Donc il ne pique pas. Sauf que ce n'est plus un scorpion. C'est-à-dire que cet organisme hybridé à tel point n'est plus un scorpion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la perte de sa spécificité organique qui fait qu'un organisme ne fonctionne pas en s'adaptant synchroniquement. Un organisme surtout réactualise des invariantes qui proviennent de la très longue durée de l'évolution naturelle, qui fait dire à Canguilhem qu'au fait, un organisme sain, il préférera toujours suivre son destin, même au risque de la maladie ou de la mort. Or, ces destins-là, il ne faut pas les comprendre métaphysiquement. Ce sont des invariantes organiques qui disent le modèle postmoderne, modulaire, scientiste, adaptatif, pour les vivants ne fonctionne pas. Parce qu'on oublie que les vivants, ce n'est pas que les molécules des scorpions en présence. C'est ce qui fait, depuis la très longue durée, que cette espèce-là existe. Non? Alors, voilà. Ça va ou pas?